Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, les suites de ce fait divers en bord de Cher dont nous vous parlions hier soir. Une altercation à Saint-Avertin entre un membre de la communauté des gens du voyage et un riverain dont l'état est très préoccupant. Aujourd'hui, un homme a été arrêté, il a avoué. Et puis dans la même zone, un homme s'était jeté dans le Cher à la vue de la police. Il est mort hier, mais il n'a aucun lien avec l'altercation. Les précisions dans un instant. La mobilisation contre la fermeture du CEA à Mont prend de l'ampleur. Manifestation en ce moment même devant la préfecture d'Indre-et-Loire. Nous serons en direct dans quelques instants avec Thibaut Séalic. Et puis suivez le guide, même lorsque vous êtes chez vous. Les guides touristiques ne s'adressent pas seulement qu'aux touristes, on y trouve des bonnes idées. Mais quel guide? C'est ce que l'on verra. Nous y voyons donc un peu plus clair aujourd'hui sur le fait divers de Saint-Avertin. Cet homme qui est mort après s'être jeté dans le Cher à la vue de la police et en même temps cette altercation entre un membre de la communauté des gens du voyage et un riverain. Même si elles ont eu lieu pratiquement au même endroit, les deux affaires n'ont rien à voir entre elles. Le mort noyé, lui, avait des choses à se reprocher. Il a eu peur de la police. Quant à l'altercation, la victime est dans un état jugé préoccupant. L'auteur de l'agression a été arrêté. Il a avoué cet après-midi. Les précisions, Aurélie Renaud. Le conducteur de la motocross a avoué, il est bien l'agresseur recherché. Placé en garde à vue depuis hier, cet homme de 18 ans, membre de la communauté des gens du voyage, explique son geste aux enquêteurs. Il ne supportait pas que ce riverain se plaigne des bruits et des allers-retours qu'il faisait avec sa moto. Durant une rixe, il l'aurait bousculé puis aurait pris la fuite lorsque le Saint-Avertinois de 38 ans se serait écroulé au sol. En l'état, la personne victime de l'agression présente un pronostic vital tout à fait réservé. Hier, à la recherche de l'agresseur, la police avait tenté de procéder au contrôle d'identité d'un homme qui correspondait au récit des témoins. Mais l'affaire avait tourné au drame par une noyade. Lorsque la personne, quand elle voit que c'est des policiers, se jette à l'eau et essaye apparemment de rejoindre l'autre rive. Malheureusement, au milieu du fleuve, la personne a coulé. Elle a été récupérée quelques heures plus tard et donc malheureusement décédée. On sait désormais que cet homme, également membre de la communauté des gens du voyage, n'avait aucun lien avec l'agression. Question, pourquoi a-t-il sauté dans le Cher? Peut-être par peur, car il était connu des services de police et avait été incarcéré quelques années auparavant pour vol. Au commissariat de Tours, la garde à vue de l'agresseur présumé va être prolongée et une information judiciaire sera ouverte ce soir. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation contre la fermeture du CEA à Mont qui s'intensifie. Manifestation depuis 17h30 devant la préfecture d'Indre-et-Loire. Des centaines de personnes qui expriment leur refus de voir fermer ce site du commissariat à l'énergie atomique d'ici 2019. Thibaut Séalic est sur place pour TV Tours. Thibaut, cette mobilisation, elle est plutôt suivie. Bonsoir Florent, exactement. Je me trouve donc devant la préfecture. Vous le voyez, le rassemblement n'est pas encore terminé. Selon la police, près de 500 personnes ont fait le déplacement. Parmi elles, une intersyndicale qui regroupe la CGT, FO, l'UNSA et la CFTC. Présents également les salariés bien sûr du CEA, mais aussi des sous-traitants venus en famille, sous-traitants très inquiets pour leur travail et qui dénoncent un vrai manque de communication de la part du CEA. Les élus locaux se sont aussi déplacés. On a pu apercevoir François Bonneau, le président de région, Jean-Marie Beffara également, député de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire et de nombreux maires. Le rassemblement se déroule pour le moment sans encombre. Mais la colère, par contre, est vraiment palpable. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a été huée. Je vous rappelle, elle avait déclaré que le CEA ne fermerait pas. Nous sommes le RIPO, pouvait-on lire sur de nombreuses pancartes. Beaucoup ont aussi parlé de sacrifice. Ici, on ne veut tout simplement pas croire à la fermeture du CEA. C'est ce que sont allés dire les syndicats au préfet. Écoutez tour à tour le secrétaire CFDT du RIPO et la maire de Mont qui prévoit, à l'issue de ce rassemblement, un conseil municipal extraordinaire. Le préfet, on va lui expliquer la situation, on va lui expliquer en détail le projet qui nous est proposé aujourd'hui et surtout on va lui faire part de toute la problématique qui pourrait s'en suivre si le projet était validé en l'état. Notamment la destruction des emplois dans le bassin d'emploi, toutes les problématiques qui sont liées à un transfert de personnel et puis la problématique qui est liée aux emplois de nos sous-traitants. Vous pensez que vous allez être entendu ? On espère, on a toujours l'espoir qu'on sera entendu et en plus toutes les communes de la CCVI et des alentours vont voter la même motion.
Voilà donc une motion qui sera adressée au Premier ministre Manuel Valls. Une première lettre lui avait déjà été adressée. Elle est restée jusqu'ici sans réponse. Demain matin, les salariés du CEA tiendront une assemblée générale pour se mettre d'accord sur la suite à donner au mouvement. J'ajoute également que les élus locaux, les maires, la région et le conseil départemental sont invités à une table ronde de travail en compagnie du préfet. Elle aura lieu le 29 mai prochain, toujours pour demander le maintien des activités sur le site du RIPO. Thibaut Séalic, merci beaucoup et merci à Guillaume Leroux qui vous accompagnait sur ce duplex. La politique et Serge Babary qui ne ferme pas la porte à un deuxième mandat de maire de Tours. Il avait pourtant annoncé pendant la campagne qu'il n'en ferait qu'un avant de devenir plus flou sur la question. Il était aujourd'hui invité de l'émission Libre-Échange diffusée demain sur notre antenne, une émission consacrée au bilan de ses 14 mois de pouvoir. Et vous allez l'entendre, il ne dit pas non à un deuxième mandat. On l'écoute. Vous m'avez demandé si j'aimais le pouvoir. J'ai dit pas spécialement, j'ai eu des responsabilités. On prend goût au pouvoir, finalement. Voilà ma réponse. Vous n'êtes pas fermé à... Il ne faut jamais être fermé à quoi que ce soit dans le monde moderne où nous vivons. Il ne faut pas toujours faire des promesses, faire des promesses quand on ne peut pas s'y engager. Les promesses évoluent un deuxième aussi mandat, en fonction de la réalité du moment. Serge Babary qui dresse son bilan, 46% du programme de campagne qui serait réalisé selon lui. Ce n'est peut-être pas l'avis du groupe d'opposition Tours 2020, les socialistes qui organisaient, vous allez le voir, une réunion publique hier soir au Halles, dans la suite de leur dernière conférence de presse. Les socialistes qui s'étaient retirés, je vous le rappelle, du conseil municipal lors du vote du vote du budget en raison du décès de Jean Germain. Hier soir, une minute de silence a d'ailleurs été faite. Beaucoup d'élus et anciens élus étaient présents, Alain Dayan, Monique Maupuy, Cécile Jonathan ou encore Nicolas Gautreau. Ils ont donné leur vision du budget de Serge Babary. On écoute Cécile Jonathan. Les constats que nous faisons, c'est que d'une part, il y a eu en 2014 vraisemblablement un dérapage budgétaire et un mauvais contrôle, on va dire, des dépenses et en particulier des dépenses de fonctionnement. On y reviendra plus longuement. Mais également des interrogations sur les investissements. Nous le verrons au prochain conseil municipal et nous aurons l'occasion de nous exprimer là-dessus à ce moment-là. Et puis, on constate que finalement, dans les subventions aux associations, la culture et le social, finalement, sont les deux secteurs qui pâtissent énormément d'une baisse de subventions plus importante que le reste. Réaction recueillie par Audrey Champigny. Audrey Champigny qui s'est rendue justement ce matin au centre des congrès Vinci où le MEDEF Touraine tenait son AG annuel. Pierre Gattaz était là 2 petites heures. Il a fallu faire sans lui pour la suite. Il a fallu faire sans lui également, sans Alain Juppé également qui s'est décommandé. Ils devaient tous deux participer à l'opération Touraine Terre de Réussite, une opération qui réunissait petits et grands patrons, élus et représentants des territoires. C'est le président en personne, Pierre Gattaz, qui a ouvert les festivités ce matin pour cette journée placée sous le signe de l'attractivité et du développement économique. Venu défendre ses patrons, le numéro 1 du MEDEF n'a pas hésité à dénoncer les politiques anti-économiques du gouvernement. Ça suffit, laissez-nous tranquilles. Si on veut créer de l'emploi en France, les seuls qui peuvent créer de l'emploi en France, ce sont les entreprises. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Donc, arrêtons de tuer la poule aux œufs d'or. Pour cet événement inédit en Indre-et-Loire, près de 600 chefs d'entreprise avaient fait le déplacement pour échanger avec leurs pairs, mais aussi pour rencontrer les élus de l'ensemble des communautés de communes et d'agglomérations du département. Ils se sentent incompris, ils se sentent isolés, ils se sentent marginalisés dans une société qui trop souvent considère que ce sont soit des exploitants, soit des profiteurs, soit des gens qui s'enrichissent sans scrupules. C'est tout l'inverse. Aujourd'hui, le salut de notre pays, il réside dans la bonne santé des entreprises, notamment des PME, mais aussi dans la capacité qu'ils s'en créent encore et encore. Je crois qu'il faut surtout rester positif et ça demande beaucoup de créativité, d'inventivité, de trouver de nouvelles formules, de nouveaux marchés. Voilà, donc c'est des challenges. De toute façon, être entrepreneur, c'est un challenge. En 9 ans, et on n'a pas eu une seule année de pause, on va dire. On a évolué sans arrêt et donc voilà, ça pousse peut-être un peu plus à évoluer. En marge de cette manifestation baptisée Touraine Terre de Réussite, s'est tenue l'Assemblée générale du MEDEF Touraine, qui a reconduit dans ses fonctions le président actuel, Claude Paris.
De l'économie au tourisme, le Val-de-Loire, 3e région touristique de France. On s'y presse pour venir visiter les monuments et goûter le bon vin. Une région qui intéresse également les locaux. On peut faire du tourisme chez soi. Mais où trouver les bonnes adresses? Eh bien tout simplement dans les guides touristiques. Mais quels guides? On voit cela avec Guillaume Leroux. Faut-il forcément partir loin pour faire du tourisme? Tours regorge de lieux à visiter, parfois inconnus des habitants. Il suffit de se munir du guide approprié. Petit palmarès des meilleurs ouvrages de tourisme dans une librairie du centre-ville. Pour les Tourangeaux, pour découvrir la ville, le plus complet, à mon avis, c'est le guide bleu, qui est très détaillé au point de vue culturel, pour les visites, les choses un peu hors des sentiers battus, je dirais. Après, il y en a de plus classiques aussi, comme le guide vert Michelin, de plus beaux, comme les châteaux de la Loire de chez Gallimard, qui est très très illustré, mais peut-être un peu moins détaillé au point de vue culturel et visite. Les guides estampillés Châteaux de la Loire ont tous leurs chapitres sur Tours, plus ou moins détaillés. L'Office de tourisme, lui, ne reçoit pas que des touristes étrangers. Il arrive que des Tourangeaux y demandent des conseils de balade. On peut être Tourangeau et faire du tourisme à Tours. Il y a des Tourangeaux qui connaissent assez mal leur ville et qui souhaitent découvrir un petit peu plus en détail. Donc dans ce cas-là, on propose des visites guidées. Donc on a des visites générales, on a des visites sur des thématiques bien précises comme la thématique du vieux Tours, la thématique de la Martinopole. Et également en juillet et août, on aura des visites nocturnes de la ville de Tours. On édite des guides. On a un guide découverte qui est édité chaque année, qui mentionne les informations sur les 22 communes de l'agglomération tourangelle. Un moyen efficace pour connaître les bons plans de la ville et se dépayser en restant quasiment chez soi. Et on va parler sport pour terminer ce journal. On fait un point sur le recrutement au Rempart de Tours, le club de hockey tourangeau. Quelles sont les nouveautés? Réponse avec, une nouvelle fois, Guillaume Leroux. Les Remparts de Tours ont du sang neuf dans leur effectif. 4 joueurs ont été présentés. Un recrutement qui servira à relever de nouveaux défis. C'est un recrutement ambitieux pour faire mieux que la saison dernière. Je ne pense pas qu'on puisse encore être compétitif contre les 2-3 ténors de la première division. Je pense qu'on va sérieusement s'en rapprocher avec la qualité du recrutement. L'attaquant Domenico Perna revient finir sa carrière chez les Remparts. Il a vécu de grands moments avec les Diables Noirs de Tours il y a 10 ans. On avait gagné le championnat en D1 justement et l'équipe, on a atteint notre objectif, c'était d'aller en Magnus. Puis j'ai vécu 2 excellentes saisons ici, puis c'est spécial pour moi 10 ans après de revenir ici. Il n'y a pas une meilleure place que Tours pour finir ma carrière. Charlie Doyle, lui, évoluait en Ligue Magnus l'année dernière. Il a fallu convaincre le défenseur de signer un contrat en D1. J'avais eu Jérôme au téléphone et comme on a dit, on a commencé la discussion sur le fait que je voulais rester en Ligue Magnus. Et au fil du temps, on a parlé 3-4 fois au téléphone et l'idée m'a plu, le projet me plaît. Je connaissais Tours avant, je suis déjà venu jouer contre Tours ici. Et aussi pour des raisons personnelles, comme on l'a dit, gagner de l'expérience, avoir un rôle que je ne pourrais pas forcément avoir en Ligue Magnus. 2 autres recrues étaient présentées, le défenseur Antoine Picot et l'attaquant Milan Vachtusko. Objectif de la saison, se hisser dans les premières places du classement de D1. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, notre invité Jean-Marie Beffara, c'est le député PS de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire.